Je vais peut-être laisser la parole au fond de la salle. Oui. Merci beaucoup pour ces deux interventions. Et merci d'avoir rappelé, lors du collège de France, les collègues du CNRS incriminés par Le Point. Je voulais savoir si on avait des. Donc, on va discuter ici du réseau RRA. Non, je ne sais pas. Ce sont des entraves à la liberté académique, ce sont aussi des menaces des chercheurs et des chercheuses qui travaillent sur des sujets Bien sûr. sensibles. Et donc, aujourd'hui, donc voilà, à discuter. RRA, c'est réseau de recherche contre les gens, c'est donc les dentistes, contre le racisme, mais l'ACRAT se présente comme une fédération. Je suis pas, en fait, je ne pourrais pas répondre directement à ces questions, mais effectivement, il y a eu des fuites dans les journaux qui ont révélé qu'il y avait des mails qui circulaient pour mettre la pression sur le ministre euh, pour censurer ce colloque. C'est un réseau d'universitaires qui montre aussi que cette guerre à Gaza a révélé des divisions profondes au sein de l'université pour ceux qui soutiennent Israël et les institutions israéliennes, tout en critiquant le gouvernement de Netanyahou. Donc il y a certains qui... Et puis d'autres qui disent on ne peut plus. Pourquoi on a arrêté toute forme de collaboration avec les universités russes quand il y a eu la guerre en Ukraine? Pourquoi on est très prudent avec les universités chinoises à cause de ce qui s'est passé avec les Ouïghours? Et pourquoi on ne prend pas une position ferme vis-à-vis d'Israël alors qu'il y a eu bel et bien un génocide et un éducide avec l'effacement du paysage académique à Gaza et les menaces qui pèsent sur Birzeit ou l'université de Naplouse ou l'université de Bethléem. Si. Donc, je voudrais poser merci parce que c'était absolument passionnant d'avoir fait du voile et de la complexité de la recherche sur Palestine et sur Gaza et sur la polarisation qui fait qu'aujourd'hui, hier soir, on est pour un terroriste, soit on est pour Bibi et génocidaire. C'est pas possible. Mais je voudrais poser deux questions un peu provocatrices sur ce plan. La première, c'est sur le boycott des universités israéliennes engagées dans l'effort de guerre. Est-ce que le boycott doit s'appliquer, à votre avis, à des universités, des partenariats, ou aux chercheurs et aux chercheuses, notamment des chercheuses et des chercheurs israéliens, qui sont les premiers à critiquer, à travailler contre et à avoir des contacts encore avec les Palestiniens. Mais le deuxième point, c'est qu'est-ce qui se passe quand on a le cinémique, c'est-à-dire par exemple au musée d'art et l'histoire du judaïsme, quand en septembre 2025, il y avait un colloque sur les juifs français au Moyen-Âge, il y avait une chercheuse qui était financée par l'Université hébraïque de Jérusalem. Donc, à ce motif, 5 chercheurs participants ont annulé leur participation au colloque. C'était à quel moment septembre 2025, c'était le musée d'art et l'histoire du judaïsme. Oui. Évidemment, le colloque a eu lieu, mais on est dans un domaine sensible qui est celui des le boycott, oui. Le boycott, en fait, je pense qu'il y a plusieurs positions sur le boycott. Lorsque Barghouti a lancé le boycott, il l'a lancé il y a plus de 10 ans, plus de 15 ans. Et c'était suite, en fait, il suivait le boycott de l'Afrique du Sud pendant la période de l'apartheid pour également essayer de sensibiliser à Et dans la charte du BDS, on boycotte les institutions, mais on ne boycotte pas les personnes. Sauf si les personnes qui appartiennent à cette institution ont collaboré à des programmes qui peuvent être suspicieux ou douteux ou qui peuvent fragiliser la recherche ou qu'on peut dire qu'elles sont un peu alignées avec la voie politique israélienne. Mais c'est bien que vous ayez soulevé cette question parce que ici, je pense qu'on est dans un lieu où il y a énormément de collaboration. Chez les scientifiques,
les projets, les programmes européens qui incluent des universités israéliennes sont beaucoup plus nombreux qu'en sciences humaines et sociales. En tout cas, dans notre université, c'est le cas. Et suite à la pression des étudiants et à certains professeurs, dont moi, et Olivier Corten et François Dubuisson, on a monté un comité d'examen des partenariats. Et on a commencé à détricoter, et c'est pas facile, des projets. Et vous savez, quand on sort d'un consortium ou quand on sort d'un projet européen, il faut également savoir qu'on va perdre beaucoup d'argent. Et jusqu'à présent, le comité existe, les projets ont été identifiés, mais il y a un projet qui n'était pas très important, qui a disparu, mais les autres qui impliquent des chercheurs en sciences dures sont toujours là parce qu'il y a 3 millions, 5 millions d'euros qui sont en jeu. Et donc, j'ai appris aussi que Saclay a commencé à examiner, votre université, les accords avec certaines universités en Israël. Et donc, la question du boycott est une question qui est complexe, compliquée, qui entraîne également des engagements financiers, des engagements aussi de personnel, parfois, et se défaire, mais on peut le faire comme on l'a fait pour d'autres pays qui ne respectent pas les droits de l'homme, qui attaquent directement la liberté académique. Je pense qu'on peut tout à fait rompre des relations. Mais il faut du courage et il faut une politique qui vient avec. Or, le vent brun et marron et Trump avec son projet sur Gaza n'augure rien de bon. Il faudrait prolonger un tout petit peu cet échange. Je suis toujours très étonné de constater que, vous parlez tout à l'heure d'ordre discursif, que lorsqu'il y a des débats dans la communauté académique, on se rend compte que un universitaire décrit un scolasticide, un méducide, un épistémicide, et que très souvent aucune question n'est posée. Et le débat porte toujours sur la question du boycott. Et je trouve que ça renouvelle, ça reproduit cette question de la neutralité, de l'équilibre, face à une situation qui est en fait fondamentalement déséquilibrée. Par exemple, il n'y a jamais eu de boycott explicite des universités palestiniennes, mais il y a très très peu de collaboration avec les universités palestiniennes depuis des années, et pour des raisons qu'on pourrait éventuellement évoquer. Voilà la question que je voulais vous poser. Tout à l'heure, vous avez dit pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il y a un tel décalage entre l'hypervigilance vis-à-vis des coopérations internationales avec Israël et l'hyper-indifférence vis-à-vis des destructions commises à Gaza par l'armée israélienne, et notamment dans le milieu universitaire, sachant que parmi les militaires israéliens, il y a beaucoup d'étudiants. Et moi, je trouve que c'est des questions qui doivent être posées. Et ma deuxième question, qui porte sur l'Allemagne, sur la France et la Belgique, ou plutôt sur l'Allemagne et la Belgique à partir de l'expérience française. Ce qu'on constate en France, c'est un double processus. Juridicisation. On développe, tout à l'heure j'ai évoqué les chartes, mais en fait, il y a beaucoup de soft law, des circulaires ministériels qui encadrent la réaction des universités. Mais il y a aussi le hard law. Vous avez évoqué tout à l'heure la loi Yadan, il y a eu la loi Lévy-Scheller. Il y a tout un mouvement de juridicisation, et je voulais savoir si on retrouve la même chose en Allemagne et en Belgique, pour, en quelque sorte, réduire l'espace de la liberté académique. Et le deuxième, c'est la judiciarisation. En Allemagne, on sait qu'il y a eu des centaines de procès pour apologie du terrorisme, pour antisémitisme, on dira peut-être quels sont exactement les motifs qui sont invoqués, contre des, disons, leaders d'opinion, militants pro-palestiniens, parmi lesquels il y a des universitaires. Je voulais savoir justement quelle était la part des académiques qui ont été poursuivis en Allemagne. Et qu'est-ce que ça nous dit aujourd'hui du droit comme un instrument de contrôle de la parole des universitaires et de réduction des libertés académiques? Je commence avec la dernière question et après je laisse la place pour le reste de la discussion. À vrai dire, là, je suis un peu mal armé pour
donner des pourcentages. Je sais aussi qu'il y avait des accusations aussi, normalement adressées plutôt à des manifestants, euh, des occupants et parfois aussi des manifestations qui ont mal tourné aussi dans les universités. J'ai pas connaissance moi-même, mais peut-être aussi parce que je suis maintenant en France et que je suis pas tous les détails du débat allemand. Et je connais pas un cas universitaire qui est particulièrement mis devant la justice. Euh, euh, et je, c'était mon premier réflexe de dire non, c'est la différence peut-être avec d'autres situations, mais je connais pas de cas précis là-dessus où il y a un universitaire qui a été attaqué pour apologie du terrorisme en Allemagne pour ça. Mais ça ne veut pas dire que ça n'existe pas. Euh, il y avait des poursuites contre les manifestants, ça c'est clair, assez sûr. Après, bon, bien dans un contexte plus gris, aussi des manifestations qui se sont déroulées parfois, pas tous. Il y avait des manifestations interdites qui étaient clairement pacifiques, des occupations pacifiques, mais il y avait aussi des manifestations militantes très violentes. Donc, et il y a toute cette focalisation de la police mais aussi euh, du judiciaire contre certains symboles qui sont considérés comme apologie du terrorisme. Mais encore une fois, je vois pas un universitaire euh, clairement attaqué par ça. Mais voilà. Alors, moi, pour répondre à la question, je suis en train de réfléchir sur la notion de défaite. On est dans un monde maintenant marqué par la montée de l'impérialisme américain, par euh, Israël qui continue de bombarder avec un cessez-le-feu qui est décoratif. Et on sait que tous les jours, il y a des morts. Et, euh, et cette défaite, elle est à la fois la défaite des Palestiniens à pouvoir euh, faire valoir leurs droits fondamentaux devant la Cour internationale de justice qui a été balayée. Mais c'est aussi la défaite morale. Et cette défaite morale, elle n'est pas uniquement américaine ou européenne, elle est surtout israélienne. Là, j'ai une amie qui revient de Jérusalem et qui travaille avec des collègues israéliens sur les archives, parce qu'on a Sadia Absous-Benstein, si vous la connaissez. Et avec Sadia, on est en train de réfléchir sur un travail. Moi, je travaille juste avant l'annulation du colloque du Collège de France. Un mois avant, je participais avec Didier Fassin, aux côtés de Didier Fassin, sur les notions de génocide et de l'élimination des archives. Les premières cibles qui ont été touchées par les Israéliens à Gaza, c'était les archives. Et il y a une histoire, il y a un continuum aussi de ça. Et donc, il y a une défaite morale, et Sadia elle me disait, mais même mes collègues qui sont de gauche et qui sont plutôt sensibles à la question palestinienne, on les ils haussent les épaules maintenant, ils continuent à travailler, et il y a une réalité qui est la réalité du génocide, de l'effacement d'une population, et puis une autre réalité qui continue, avec peut-être l'idée que Netanyahou va réaliser le rêve du peuple juif d'un Eretz Israël dans les frontières telles que. Et donc, même s'il y a des morts, même s'il y a un peuple qui va disparaître, de toute façon, c'est comme un caillou dans. C'est la défaite morale. Et donc, je pense qu'il y a véritablement, aujourd'hui, on traverse une période où être fort, être violent, affirmer sa violence et son impérialisme, c'est la norme. Et commencer à dire, mais attention, là,
une population qui est décimée. Il y a une culture qui est en train de partir. Ouais, c'est pas grave. On va l'administrer et on va gérer tout ça. Et on va créer une entreprise pour gérer Gaza. Et ça va être une entreprise, on offre, et chacun, et vous avez lu quand même Trump qui dit venez nous rejoindre dans cette aventure à Gaza, mais vous allez payer 1 milliard d'euros. La Hongrie a tout de suite signé, la France a dit ben non, heureusement, hein, parce que là il y a encore un peu de morale, non, on ne rentre pas. Mais c'est effectivement, on vit dans un moment où on est dans la défaite morale. J'espère avoir répondu, mais c'est la seule réponse qui me vient. C'est un contexte politique général et qui a été abordé voilà, sous différents aspects, il me semble, ce matin, aussi des effets médiatiques, de la prise de parole en public, etc. Il y a un aspect, je trouve, qui a été assez peu mentionné, c'est-à-dire qu'on a pris les chercheurs, les universitaires, et puis l'université ou les universités avec un grand U. Et or, il y a différentes strates entre les deux et des commissions, des départements disciplinaires, des organisations syndicales. Je voulais avoir un peu votre retour à tous les deux, que ce soit en Allemagne ou dans le cas de Gaza, sur aussi le rôle de ces organisations intermédiaires, parce qu'il n'y a pas que l'individuel et la présidence universitaire. Déjà, la présidence des universités est quelque chose de plus complexe. Aussi, un peu la façon comment ils ont réagi et on retrouve un peu cette stratégie décrite pour les cas de l'ULB aussi en Allemagne, cette soi-disant recherche de neutralisation des conflits. Il y a aussi, et là, j'ai évoqué donc cette association intermédiaire aussi qui se veut comme une force de pression dans le débat politico-universitaire, aussi autour des libertés académiques. Il y a de l'autre côté aussi d'autres chercheurs qui ont lancé des tribunes ou dans des associations ont cherché à défendre les libertés académiques, précisément aussi dans ces constellations. C'est comme exemple, peut-être ici en France, au moment quand le débat sur l'islamo-gauchisme était très fort, que aussi les académies de sciences, les CNS et autres se sont placés contre ça. Donc, suivant les différents, disons, contextes, ça peut être plus ou moins fort. Et malheureusement, au moment du conflit Gaza, cela, dans le contexte allemand, a été plutôt faible. La réaction aussi des universitaires, mais ça existe aussi des lancements des tribunes et tout pour justement dire ce que j'ai évoqué, la réaction de la Bild-Zeitung contre une tribune d'universitaires qui cherchait à défendre les droits des étudiants à faire manifestation pacifiquement et clairement un de ces éléments aussi un peu d'auto-organisation dans l'espace universitaire. Alors, moi, je parlerai de mon expérience. Il se trouve que j'avais été élue au corps académique. Le corps académique, donc, il y a une représentation des disciplines, de toutes les facultés, qui se réunissent régulièrement avec la rectrice pour débattre des sujets de l'université. Et ce moment-là, j'ai eu ma sabbatique et j'étais au corps académique. Et pour ma sabbatique, j'avais commencé un terrain au Liban et l'occupation se passait en Liban. Et j'étais loin du terrain, je ne savais pas ce qui se passait. Mais en même temps, j'étais très, très en lien avec la rectrice et avec mes collègues du corps académique qui me disaient, mais ils sont en train de faire n'importe quoi. Et effectivement, il y avait des casseurs.
effectivement, dans ce mouvement étudiant contestataire, à la fin, ils ont saccagé le bâtiment parce qu'il y avait des anarchistes qui étaient là. Et ils ont les dommages ont été estimés à pratiquement 600 000 euros, ce qui n'est pas rien pour une université. Et donc, je me suis retrouvée aussi dans cette situation où c'est la liberté d'enseigner aussi dans dans ce bâtiment qui a été empêchée, mais c'est aussi cette liberté de parler de la Palestine et de contester la Palestine. Il faut toujours se rappeler que c'est dans ces moments de conflit, en 68, on voit qu'aujourd'hui, les contestations de mai 68, les contestations sur plusieurs choses ont donné quand même, ont transformé l'université. Donc, il y a toujours des frictions, il y a toujours des tensions. C'est pour ça que je dis, c'est dans l'inconfort et dans cette double position qu'il faut réfléchir et ne pas avoir peur et continuer à avoir du courage et c'est pas évident. Et peut-être aussi de penser des éléments, des structures, des espaces, de penser de discussion à plus long terme. Probablement. Les libertés académiques, plus globalement, pourraient être discutées. Ouais. Je crois qu'il va falloir qu'on s'arrête.